Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Tristan Edern Vaquette. Bonjour. Bonjour. Alors, tu te nommes l'indispensable Tristan Edern Vaquette, docteur S Sciences, vicomte de Gribeauval ou encore prince du bon goût. C'est vrai. Est-ce que tu nous as caché d'autres titres? Ouais, je crois qu'il y en a d'autres. Il va y avoir le punk rouge, Mister Hardcore, le pape du trash intello, je crois, ou un truc comme ça, ou le pape du, oui, non, le pape du trash intello, je crois. Voilà. Mais bon, après, c'est bien parce que c'est pratique quand tu fais le dossier de presse ou tu fais des coms. En fait, si tu t'appelles, je sais pas, Michel Houellebecq, alors tu dis bon Michel Houellebecq, puis après tu dis le grand auteur, puis au bout d'un moment tu fais des répétitions, quoi. Avec moi, tu peux dire l'indispensable, le prince du bon goût, tout ça en fonction de la phrase. C'est vachement pratique d'avoir plein de noms pour ça. Oui, c'est sûr que c'est pratique. Alors, tu as débuté ta carrière à la fin des années 80 et tu as rencontré dès le début... Non. Enfin, après, ça dépend ce que tu appelles carrière, quoi. Moi, j'ai commencé mes premiers groupes punk, enfin mes premiers groupes rock ou groupes alternatifs. On parlait de ça tout à l'heure. Je sais pas si c'était punk, je sais pas ce que c'était dans le rock, mais c'était des groupes d'étudiants poil aux dents. J'avais 17 ans, donc effectivement, ça c'était à la fin des années 80. Mais après, si on parle de carrière, c'est-à-dire la volonté de faire que ça en étant plus étudiant poil aux dents, ça date à peu près de... Moi, je crois que j'ai arrêté... j'ai quitté le Collège de France en 94, je crois. À peu près, c'est ça, 93, 94. C'est là où je commence ma modeste carrière, voilà. Très bien. Donc, tu as commencé aux côtés de Jean-Louis Coste, qui lui a eu de gros soucis judiciaires. Et toi, dès le début, tu as rencontré, on va dire, quand même des barrières. On va dire qu'on t'a pas aidé à faire ce que tu voulais faire. Bon, déjà, j'ai pas commencé avec Coste. Moi, Coste, je l'ai découvert... après, comme ça fait je suis très vieux. Oui, je l'ai rencontré presque au début, Coste, mais je l'ai rencontré... parce que j'ai commencé, parce que j'ai fait mon boulot et on a été amené à jouer dans la même salle. Et voilà, moi j'étais fan de lui, quoi. On m'avait fait écouter un disque un jour chez quelqu'un, pas du tout en plus du milieu, une copine, je sais plus où c'était, elle me dit tiens, il y a un truc, c'est n'importe quoi, c'est nul, ça devrait te plaire, comme t'aimes les choses nulles. Et j'écoute ça, c'était je crois son premier album, c'est Les Oxures. Et j'ai fait ce mec-là, voilà, il a révolutionné un truc. Il y a un truc dans le son, dans le discours, dans la façon d'appréhender le disque qui est révolutionnaire. Donc j'ai rêvé de le rencontrer, puis après on a joué ensemble au Trou Gaulois. Donc après, est-ce qu'au début on m'a mis des barrières? Je sais pas. Moi, j'ai jamais. Je sais pas. Ça dépend vraiment comment on raconte l'histoire. À la limite, moi, c'est toujours le problème de comment on regarde le truc. Moi, je peux te raconter. Je commence avec mes pauvres petites chansons pourries en faisant des spectacles qui étaient très nuls, et puis que peut-être un an ou deux après, je fais Paris Dernière, l'émission de théâtre, et puis je fais l'émission de Ardisson. Donc, je peux te dire quelle carrière spectaculairement rapide. C'est après que ça s'est gâté. Voilà. Mais c'est vraiment difficile de dire ça, parce que tu peux avoir une lecture en disant ce mec-là, après tout, il n'est pas très connu parce qu'il est nul. Bon, et puis il mérite ce qu'il a. Et puis pour un mec nul, Ardisson l'a quand même invité un jour, Tadei l'a invité plusieurs fois, il a eu des articles dans Le Monde, dans l'IB et une pleine page dans le Nouvel Obs. Et puis tu peux avoir la lecture inverse, de dire ce type-là, alors admettons qu'on parle plus de moi, on va parler de Jean-Louis Coste par exemple. Moi je te dis Jean-Louis Coste est un des artistes importants de notre temps. Son niveau de notoriété est ridiculement trop bas par rapport à sa valeur, de la manière dont il va marquer le temps. Alors je vais pas te dire c'est Van Gogh, mais je peux te prendre ou Léon Bloy. Voilà, l'exemple typique de Léon Bloy qui est là, qui gueule. Un siècle après, il y a des tas de gens qui trouvent Léon Bloy merveilleux, fantastique, dont moi. Bon, t'es obligé de dire un siècle après, il y a plus de tricherie, quoi. Donc il n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait de son vivant. Donc si effectivement on pense, ce que pensent certains, ce que je pense moi, je l'assume, que je mériterais pas d'avoir la place de la Star Academy, je fais pas ça. Mais une place, oui, que par exemple au prochain roman qui va sortir, j'ai 4-5 éditeurs importants qui me disent ça m'intéresse, je veux le lire et puis on va faire un truc ensemble. Ce qui n'est pas le cas, que je fasse des salles un peu plus grandes, etc. À ce moment-là, oui, il y a bien eu, dans ce fil-là, un moment, quelque chose qui est... c'est pas de la censure, parce que c'est pas Monsieur Valls ou Monsieur Sarkozy qui ont décidé de même truc, mais des blocages du système de diffusion et du système de réception, parce que c'est pas que les médias qui sont responsables, c'est aussi les gens ils ont pas... Quand Coste a sorti son bouquin chez Fayard,
Je pense que Saurin a très bien fait le travail. Fayard, c'était grand, il a été invité chez Ardisson. Normalement, un auteur, quand il passe chez Ardisson, il vend 20 000 dans la semaine d'après. Coste a eu des chiffres de vente qui étaient ridicules. Donc à ce moment-là, c'est pas le système. Ardisson dit sur le plateau, vous avez devant vous le nouveau Bukowski, achetez ce livre. Il peut pas faire plus. Bon. Les gens ne l'achètent pas. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens, ils n'ont pas envie de lire un bouquin d'un mec nul. C'est pas de la littérature, ça y est du caca. Bon, voilà. Moi, je crois que centralement aussi, les gens n'ont pas envie de se taper. Ce CD, il est pour moi magnifique, c'est une œuvre importante. Ils n'ont pas envie de se taper un CD de 35 minutes avec, si tu le mets dans Word, plus de caractères que dans le Misanthrope de Molière. Ça veut dire qu'une pièce de 2 heures un peu dense, là, c'est en 35 minutes en hip-hop. Personne n'a envie d'écouter. Enfin, personne. J'ai du public qui disent c'est un morceau important, comme moi je suis fou de Ferré, et si Ferré il avait fait que ses petites chansons anarchistes, ça m'intéresserait pas. Ferré, c'est le grand Ferré de la fin où il part sur 35 minutes des trucs de fou, et moi je dis ça c'est un grand artiste, voilà, parce que ça me sort de la petite chanson. Pour moi, Ferré, c'est supérieur à Brel. Évidemment, Brel, c'est génial. Évidemment, Brassens, c'est génial. Mais Ferré, il va à un niveau au-dessus parce qu'il pousse des portes. Pour moi, ce CD, 35 minutes avec cette densité, ce fond, tout ça, avec cette forme que personne n'a jamais fait, faire un genre de courte philo en hip-hop en 35 minutes, personne n'a fait. Mais je suis parfaitement conscient que l'immense majorité des gens, pas la majorité des gens, l'immense, c'est-à-dire ça laisse, comme dit Coste, toujours pour le citer, parce que ce sera notre fil conducteur, on va croire, j'en ai marre de vendre 50 disques à 50 connards. Voilà, c'est ça. C'est peut-être pas 50, c'est peut-être 100, c'est 500. Mais il n'y a pas 5000 personnes en France qui ont envie de se taper un scud, un morceau de 35 minutes, hyper dense, en hip-hop, qui va pousser des portes compliquées. Voilà. Ils ont envie, éventuellement, les gens qui vont être sur cette ligne politique, ils ont envie d'un truc qui fait « Ouais, la police tue des mecs, qui ne veut pas la admettre, pas cool, pas cool. » Pourquoi pas? Moi, j'aime bien aussi ça. Mais ça va forcément beaucoup moins loin quand tu fais 35 minutes pour expliquer comment le système du contrôle social par la peur fonctionne. C'est juste une évidence. Donc je pense aussi que avant tout, ce que je fais n'intéresse pas les gens. Voilà. Comme je le fais. C'est trop complexe dans le fond et trop complexe dans la forme. Alors après, ce qui est regrettable, c'est que les gens qui sont là pour dire l'opinion ont les mêmes goûts de chiottes que le grand public. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que tu envoies à la presse et la presse te dit « Ah non, mais un morceau de 35 minutes, ça m'a fait chier. » Et puis ils vont te parler de Abd al-Malik ou ils vont te parler de Catherine. Ah, Catherine, qu'est-ce que c'est subversif, c'est merveilleux. Alors ben, toi, normalement, t'es payé pour avoir des idées un peu différentes qui vont avoir un sens pour amener autre chose aux gens. Si tu te dis que Catherine c'est bien parce que t'es juste à ce niveau-là de compréhension, et dès que c'est plus complexe que Catherine, dès que c'est plus subversif que Catherine, c'est pas dur, ça te choque, hein? On va pas citer les journalistes de Télérama, mais c'est ça, mais les autres sont pareils. Bon. À ce moment-là, si tu veux, c'est sans espoir, voilà. C'est sans espoir. Il n'y a aucun média qui en parle, le public en veut déjà pas. Bon, ben, tu peux faire ce que tu veux, oui, tu prêches dans le désert. Donc ça, oui, effectivement, dans ce sens-là, je peux répondre à ta question, on m'a mis dès le début des bâtons dans les roues, parce que en 95, j'écris une chanson très drôle dans laquelle il n'y a absolument aucun antisémitisme et où il y a toutes les clés de compréhension pour comprendre qu'il n'y a aucun antisémitisme, mais qui s'appelle Mort aux Juifs. Le niveau de compréhension de l'immense majorité des gens n'est pas « Ah ben je vais creuser parce que ça me provoque, je vais essayer de comprendre ». C'est « Il a dit ça, faut pas, je n'en parlerai jamais dans mon émission ». Il est blackboulé, voilà. Donc si tu veux, c'est... Mais on est dans une époque aussi, on n'est plus dans les années 70, quoi. Hitler égale SS, qui est la BD la plus drôle que je connaisse, sans un soupçon d'antisémitisme, une fois encore, mais rions sur les camps de concentration, c'est interdit en France par voie légale. Donc voilà, on est dans ce monde-là aujourd'hui. Ce qui est terrible, c'est que peut-être que ça va bouger par les gens comme vous, comme nous. Peut-être que tout... Non, mais c'est pas pour cirer les pompes. Peut-être que cette indépendance-là va faire un foisonnement que, comme c'est plus les tenants les 5 intellectuels de service qui vont nous dire quoi penser, peut-être qu'il va y avoir autre chose. Admettons. Ou peut-être pas. Mais en tout cas, moi, l'évolution que je vois depuis 20 ans, justement, on parlait de ça avant l'émission, de d'où je viens, moi, qui mes racines du rock alternatif. Il y avait, je mythifie pas, tout n'était pas génial, mais il y avait une folie. On pouvait faire n'importe quoi. Alors, dans n'importe quoi, il y a plein de trucs nuls, évidemment. Mais il y a aussi des trucs, on osait. Aujourd'hui, mais tout est cadré et de plus en plus petit, idéologiquement, formellement. Aujourd'hui, il faut être un professionnel, donc il faut faire des choses bien. Donc quand tu veux faire des choses bien, il faut avoir des moyens, donc un producteur. Donc des choses parce que l'argent t'enferme. L'argent te libère et te donne de la liberté, mais aussi t'enferme. Donc un éditeur, il va pas signer « Je ne suis pas Charlie ». Un homme de médias parisien ne va pas... Parce que vous comprenez, Charlie, c'est comme me tuer moi. C'est parce que je suis journaliste, on a tué des journalistes, donc on va pas en parler.
ça rejoint un peu la prochaine question que j'allais te poser. C'est donc, tu as écrit un livre récemment qui s'appelle Je ne suis pas Charlie, je suis Vaquette. Donc on peut le montrer là. Et donc le titre, il est assez explicite quant à ce qui va se trouver à l'intérieur. Est-ce que tu pourrais nous résumer brièvement pourquoi toi tu n'es pas Charlie? Alors, bon, on va essayer de résumer ça, truc. Je suis pas Charlie déjà, parce que moi, on parlait de Brassens par ailleurs en antenne. Moi, quand il y a plein de gens ensemble qui vont faire la même chose, j'essaie d'être tout seul. Voilà. Quand il y a le voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Même quand c'est un terroriste qui a tué des gens de Charlie Hebdo, je n'ai pas envie de me réjouir parce que le GIGN tue des gens. Donc déjà, j'avais pas envie de me sentir ça. Ensuite, dans toute cette affaire Charlie, du début à la fin, je n'ai vu que des mensonges et de la manipulation. Alors, je dis pas, parce que c'est la chose qui n'a pas été comprise, je dis pas qu'il n'y a pas des gens sincères qui ont été défilés. Moi, je comprends très bien qu'on tue des hommes, que ça te scandalise qu'on tue des hommes, et que tu as envie de dire non, c'est pas le système de société que je veux. Après, on n'a pas vu non plus toute la France entière défiler qu'on a tué Rémi Fraisse. Je veux dire, on est aussi à un moment dans un paradigme qui fait que, par exemple, j'ai le sentiment, c'est pas une société que je connais, donc j'y suis pas, j'ai le sentiment, vu de très loin, c'est peut-être très idiot ce que je vais dire, mais qu'actuellement, le paradigme aux États-Unis, c'est un peu quand un noir est tué, tu as des manifs contre ça. Parce que, évidemment, je suis à fond pour. Aujourd'hui, le paradigme en France, c'est pas quand quelqu'un est tué par la police qu'on défile. C'est quand des islamistes, c'est-à-dire un peu inconsciemment des arabes, c'est-à-dire un peu inconsciemment des salbougnoules, tuent des gens. C'est quand même ça aussi qui m'a gêné. C'est-à-dire qu'évidemment, aller défiler pour dire on veut pas qu'on tue des gens, je ne suis pas du tout à me réjouir ou à faire ils l'ont bien cherché, ni de près ni de loin. Évidemment, je n'ai aucune proximité avec les idées de l'islam radical. Moi, je viens d'une culture plutôt anarchiste, athée, bon voilà. Après, moi, j'ai jamais été anticlérical parce que c'est un truc qui m'a toujours fait chier, les anarchistes. Ah, je suis un rebelle en 2014, faut que je crache sur les curés. En 2014 ou en 1904 ? Man, la société a changé, c'est qu'il n'y a plus de curés en France, il n'y en a plus un. Et c'est pas eux qui ont le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir, c'est les curés modernes, c'est Caroline Forest. C'est les curés de l'antiracisme et toutes ces conneries. Donc moi qui ai juste une réaction anticléricale, j'entends parler Caroline Forest, je veux pas de ta curé. J'ai pas envie que tu prononces l'excommunication si je pense pas là. J'ai pas envie que tu me fasses la morale toute la journée. C'est ça un curé. Et j'ai pas envie que tu m'obliges à penser comme toi. Voilà. Enfin, c'est juste insupportable. Et en plus en étant gonflé de bons sentiments. C'est juste ça un curé. On a été anticlérical. Tradition anticléricale vient de ça. Donc pour la même raison qu'on est anticlérical, on doit être Caroline Forest. Bon, on doit être anti-Caroline Forest, pardon. Et évidemment. Donc la première chose donc je suis pas Charlie parce que je n'ai vu quasiment que des mensonges. Je voulais dire, voilà, je voulais préciser ça. Je vois bien qu'il y a des gens qui ont été sincères et je peux le comprendre. Après, quand tu achètes le package, je ne suis pas Charlie, je suis Charlie. Tu achètes le package, un logo marketing, l'assassinat de gens qui sont des terroristes peut-être, mais enfin quand des gens se font assassiner par la police, je viens d'une culture où je me réjouis pas. Voilà, et tu achètes surtout quelque chose qui me dérange énormément. On défile pour la liberté d'expression. Et le lendemain, il y a des gens qui ont dit « Je suis frère Kouachi, moi je t'emmerde, sale flic, et je vais te buter. » 6 mois de prison ferme. Un idiot du village. Mais c'est officiel, c'était dans le journal. Je ne sais plus quel journal. Un handicapé, voilà. Voilà, handicapé mental. Bon, vu la description que j'ai eue dans le journal, c'est ce qu'on aurait appelé dans le temps l'idiot du village, quoi. Le mec, il est là, et il rigole, les flics. « Ah, mais ils ont bien fait de tuer les flics, hein. » Le mec, c'est l'idiot du village. 6 mois ferme. Et on défilait pour la liberté d'expression. Là-dessus, moi je suis pas du tout fan de Dieudonné et je réprouve totalement son antisémitisme. Je l'ai dit plein de fois. Mais là-dessus, on l'envoie en prison on l'envoie en procès pour je suis Charlie Koulibaly. Admettons, les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais tu peux pas à la fois envoyer quelqu'un pour une sale vanne et dire que tu es pour la liberté d'expression. Moi je crois en une seule chose, c'est la cohérence intellectuelle. À un moment, l'immense majorité des gens, et donc l'immense majorité des gens qui ont défilé, et tous les gens qui ont leur dit de leur faire, sont contre la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est pas comme l'a défini Caroline Forest. Tu as le droit de dire tout ce que je suis d'accord avec toi, et tu as le droit de dire que le racisme c'est mal, et tu as le droit de dire que l'homophobie c'est mal. Tout ça, moi je suis d'accord, c'est mal. Bon, c'est mal. Bon. Mais ça d'abord, c'est enfoncer les portes ouvertes, mais ça, pourquoi pas le dire? Mais ça, la liberté d'expression, ça peut pas être que ça. La liberté d'expression, elle a même été définie, c'est pas des propos d'un immense gauchiste dangereux, ce que je vais dire. Ça a été défini par la Commission européenne des droits de l'homme, c'est la jurisprudence Handicide de la Cour européenne des droits de l'homme, pardon, qui a dit la liberté d'expression consiste
à protéger ce qui heurte, ce qui blesse l'État ou un groupe de personnes ou des personnes individuelles. Je ne sais plus comment c'est formulé, je cite dans le bouquin exactement. C'est juste évident que si la liberté d'expression pour moi c'est dire j'adore Vaquette, bon oui voilà, c'est dire à un moment Vaquette je pense que c'est de la merde, bah, oui, ou de dire ah bah l'anarchie, ou de dire des choses qui vont me heurter. Donc à un moment les gens qui sont pour la liberté d'expression, comme Caroline Fourest, il faut qu'ils acceptent que la liberté d'expression, c'est que Dieudonné puisse faire des sketchs antisémites. Qu'après, derrière, on fasse un travail de dire, mais vous vous rendez compte que quand on prétend, comme Dieudonné, lutter contre le racisme anti-noir en le remplaçant par un autre racisme, vous comprenez que c'est idiot, c'est juste, et que ça mettra juste encore plus de tension. On peut faire, parce qu'en plus, si tu veux, le problème, c'est qu'on peut plus faire ce travail pédagogique. Parce que soit on est une saleté de récupérer de merde et j'ai pas envie d'être là-dedans, soit on passe pour un acheté et le débat est pas ouvert. Laissons Dieudonné s'exprimer. Laissons l'espèce de Renoir, je crois qu'il s'appelle Renoir, l'espèce de fou révisionniste. Mais moi je suis physicien de formation. Si demain quelqu'un arrive et dit la Terre est plate, mais personne songera dans le milieu de la physique à le mettre en prison. On va se foutre de sa gueule. Tu le vois, Vincent Renoir, c'est une espèce de... Je vais pas être l'insulter, mais il n'a pas l'air bon. Qui fasse son numéro, son truc, qui raconte ça à 12 frappadingues, ça gêne qui? On a une société qui est suffisamment pas stable sur ses valeurs pour dire, mais qu'on laisse dire un type que les chambres à gaz n'ont pas existé. Mais on le laisse parler. Moi, c'est ça la liberté d'expression. Donc dans la mesure où tous ces gens sont contre ça, sont pour la loi Guesso, sont pour l'interdiction de Dieudonné, sont pour l'interdiction d'Hitler égale SS, sont pour que Ciné ait été viré, sont pour que moi je sois tricard parce que j'ai chanté mort aux juifs, sont pour que de toute façon on ne peut rien dire dans les médias, etc. Sont pour. Comment ils ont pu défiler? C'est ce que je hais dans l'être humain et la société. C'est qu'à un moment, tu as le droit de dire je suis contre la liberté d'expression. Et à ce moment-là, tu es obligé de te poser la question, si je suis pour les caricatures de Charlie, que je vais dans la rue pour dire je suis pour les caricatures de Charlie et que je suis contre la liberté d'expression, ça veut dire quoi au fond? Ça veut dire on a le droit de se moquer des Arabes. À un moment, il faut être cohérent. Ça ne sera jamais dit comme ça. Mais à un moment, tu es obligé au moins de te poser cette question. Cette question, elle n'a jamais été posée dans ce cortège. C'est pour ça que je ne suis pas Charlie. Ok, alors, donc tu parlais aussi de tensions qui montaient, et ça reprenait un peu la théorie que Michel Colomb défendait de deux France en fait qui se parlent plus. Toi tu abordes même la notion d'apartheid carrément dans ton bouquin, et est-ce que donc tu pourrais nous en dire un peu plus à ce sujet, et comment tu vois ces deux France qui seraient divisées entre d'un côté ceux qui sont Charlie et de l'autre côté ceux qui le sont pas? Oui, alors, bon, l'apartheid, c'est pas moi, hein, c'est Manuel Valls. Ça m'a beaucoup fait rire qu'il fasse un constat aussi pertinent, aussi violent, aussi courageux, de la part de quelqu'un qui ne va rien faire pour le résoudre. Et donc j'ai mis ça en parallèle dans mon bouquin avec la fameuse fracture sociale de Chirac, parce que quand Chirac il arrive et qu'il dit il y a en France une fracture sociale pour se faire élire, tu dis voilà quelqu'un qui a compris le problème principal de la France et il va le changer. 15 ans après, rien n'est fait, le problème, la fracture sociale s'est élargie, à tel point que le nouveau dit c'est l'apartheid. Puis le nouveau, dans 15 ans, il dira nous sommes en guerre civile. Et puis il fera rien non plus sauf envoyer l'armée. Donc effectivement, moi je pense qu'il y a aujourd'hui ce que moi j'appelle, mais après tout ça, moi je connaissais pas la personne qui a cité, tout ça je pense qu'on est d'accord sur ce constat qui est juste très lucide, quoi. Moi je dis il y a un choc de code comportemental et de valeurs. C'est-à-dire c'est pour rire, mais c'est pas pour rire. C'est-à-dire tu as des gens, ils se rencontrent, ils font bonjour monsieur, et puis d'autres qui font roi yo. Et ils n'arrivent plus à se parler. Et je cite dans le bouquin cette chose que je trouve terrorisante et d'une puissance énorme, qui est une étude sociologique absolument sérieuse, universitaire. Absolument. Et dans ce cadre de cette étude sociologique, on fait parler une DRH d'un magasin de sport. Et en toute bonne foi, on peut la comprendre, moi je ne veux pas la stigmatiser, mais c'est gravissime le constat pas qu'elle fait, puisqu'elle n'a pas lucidité de le faire, mais le constat qu'on voit à travers ces mots. Elle dit, vous vous rendez compte? On avait des jeunes, ils arrivaient dans nos magasins de sport, alors ils rentraient, ils disaient à nos clients, ouais elle est bonne ta meuf. Alors on a été obligé de monter à bac plus 2 le niveau d'embauche. Hein. Sous-entendu, on n'a pas le droit d'interdire les Arabes, c'est contre la loi. On met à bac plus 2 en sachant que les mômes qui viennent de banlieue, ils n'auront jamais bac plus 2 parce que leurs parents ne vont pas leur payer et que de toute façon, ils ont été dans des écoles pourries où on leur donnera pas les moyens d'avoir le bac. On est bien dans de la ségrégation qui ne dira jamais son nom, comme aux États-Unis d'ailleurs. C'est-à-dire que les Noirs sont toujours, c'est le début du disque de Body Count où il dit, vous savez qu'il y a plus de Noirs, de jeunes hommes noirs entre 18 et 25 ans en prison qu'à l'université. Boum.
Mais il n'y a pas eu d'apartheid, il n'y a plus de loi ségrégationniste aux États-Unis. Donc c'est une victoire, on a gagné, il n'y a plus de loi ségrégationniste. On comprend bien que la ségrégation se fait beaucoup par la loi. Elle se fait avant tout par la loi, il faut la combattre. Mais elle ne se fait pas que par ça. Elle ne se fait pas. C'est l'analyse d'ailleurs que fait Henri Guillemin. Alors on va être très très digressif, mais je pense que je ne connais pas assez, mais j'ai l'impression que ça pourrait vous plaire. Ça. L'analyse que fait Henri Guillemin de la Révolution française, c'est de dire à un moment, il y a deux révolutions françaises. Il y a une révolution française purement bourgeoise qui veut l'égalité des droits, c'est-à-dire nous qui avons l'argent, on veut compter autant que les nobles qui ont la terre. Et puis il y a une révolution qui dit oui, mais le peuple il a le droit aussi d'avoir des droits. Ah non 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 les mecs, non non, le but c'est que le peuple bosse pour nous quoi. Avant il bossait pour les nobles, maintenant il va bosser pour les bourgeois, mais ça c'est pas pour le peuple la révolution française. Et c'est vachement intéressant l'analyse qu'il en fait Guillemin. Bon, c'était digressif. Et je sais plus ce que je disais pour le coup, c'est moi qui digressif. Oui, et donc aujourd'hui la ségrégation évidemment elle n'existe pas dans la loi en France. Aux États-Unis elle n'existe plus dans la loi. Elle existe évidemment quand t'es noir, mais c'est juste, probablement, j'imagine, parce que le noir, structurellement, est plus bête, hein, s'il va pas à l'université et qu'il va en prison. Et puis il est plus méchant, c'est pour ça qu'il va en prison. Aujourd'hui, tu pourrais faire les mêmes statistiques, mais en France, c'est interdit par antiracisme, qui part d'une bonne intention, comme toutes les bonnes intentions, mais ça évite aussi de regarder les problèmes. Si on regardait le nombre de gens qui viennent des cités d'origine maghrébine, qui se retrouvent en prison, et le nombre qui vont à l'université, on la comprendrait, la ségrégation. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit systématiquement être dans la politique de l'excuse tout le temps. Moi j'ai jamais dit ça, je le disais pas il y a 30 ans sous Mitterrand. Mais ça veut dire que ce problème, il faut l'affronter. Parce que quand tu as de l'injustice structurelle, tu crées du ressentiment. Quand tu crées du ressentiment, tu crées de la haine et de la violence. C'est ça pour moi ce qu'il faut comprendre dans les attentats de Charlie Hebdo. C'est 3 frappes à dingue qui ont tué des gens. C'est pas un attentat tous les jours, faut arrêter de nous dire le terrorisme n'est pas partout, c'est 3 frappes à dingue. Le vrai problème derrière, c'est que des gens, de la même façon que Dieudonné emmène plein de gens dans son antisémitisme, au lieu de stigmatiser cet antisémitisme qui est une fois encore que je réprouve et qui est une connerie, faut aussi comprendre pourquoi on a créé les conditions pour plein de jeunes paumés se retrouvent dans ces idées pourries. Voilà, c'est ça. De la même façon que moi j'ai tenu un discours complètement arbrousse-poil de l'époque et aujourd'hui très tendance, mais il y a 30 ans, où je disais arrêtez de stigmatiser les gens qui votent Le Pen. Essayez plutôt d'améliorer leurs conditions de vie, quoi. C'est juste du bon sens. Parce que ça veut dire quelque chose, quoi, que ces gens-là soient paumés et aillent vers ce vote. Au lieu de leur faire la bonne morale de gauche qu'on leur a déjà fait. Alors Forest, elle a fait la morale anti-FN il y a 30 ans, maintenant elle fait la morale anti-Bougnoul. En fait, elle fait la morale, comment ? Vous n'êtes pas riche comme moi, vous n'êtes pas cultivé comme moi parce que vos parents vous ont payé des bonnes études, vous n'habitez pas dans les beaux quartiers, vous ne fréquentez pas des gens très très intelligents qui lisent des livres, mais vous êtes vraiment des pauvres types. Et en plus, vous êtes hétéro. Mais c'est odieux, quoi. J'ai écrit ce bouquin, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il fut un temps, la dignité de quelqu'un qui se disait de gauche, ça va faire rire les gens qui connaissent mon travail. Moi, j'ai toujours refusé de mettre l'étiquette de gauche. Voilà. Parce que moi, je suis né à la vie politique sous Mitterrand, donc je me classais presque à droite, parce que la saloperie, elle était sous Mitterrand, qui se disait de gauche, mais qui n'a jamais été, évidemment. Et la dignité des gens de gauche, tu aurais parlé à des gens de gauche dans les années 50, c'était de dire, évidemment, que les prolos, évidemment, que les ouvriers, ils sont cons, ils lisent pas de livres, tout ça. Évidemment qu'on va pas leur faire la morale, on va essayer de mettre plutôt le doigt sur les conditions qui les ont rendus comme ça et créer de l'égalité. Aujourd'hui, un texte de gauche et de dignité de gauche, c'est pas de culpabiliser les mômes qui sont pour les attentats. C'est pas ah ben vous êtes cons parce que la religion c'est un truc de cons et vous êtes pour la violence et vous êtes des cons. Ça sert à rien, ça c'est d'essayer de comprendre les conditions sociales et de domination symbolique qui ont créé ça. Et ces conditions de domination symbolique, si tu en rajoutes en les culpabilisant, en allant défiler dans la rue en disant mais on a le droit de se foutre de Charlie parce que vous êtes des cons. Moi, ce petit bouquin, il sera évidemment pas lu dans les banlieues, il sera pas lu par grand monde, mais au moins j'ai fait modestement mon travail d'intellectuel de gauche, rire ou pas rire, en apportant un pouvoir symbolique. J'ai mis délibérément ma totale mauvaise foi en disant quitte à avoir tort, quitte à être de mauvaise foi, au moins je me mets du côté des dominés sociaux et des dominés symboliques. C'est le moins qu'on puisse faire, c'est juste une affaire d'honneur, voilà. Très bien. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu disais que tu refusais de te réjouir de leur mort et du fait que l'État les assassine en quelque sorte. Alors ça va m'amener sur ma prochaine question. Dans une société où on ne croit plus vraiment en grand-chose et on accepte partout en fait qu'on est craché sur ceux qui trouvaient dans la mort un sens à leur vie, ce qui peut être assez abject, est-ce qu'on peut dire du coup que le nihilisme, c'est-à-dire ne plus croire du tout en rien, est triomphé dans nos sociétés occidentales ? C'est une question
Ouais, très compliqué. C'est sûr que la façon dont tu l'introduis, elle est juste. C'est-à-dire que c'est aussi, moi, l'autre chose. Tuer des gens pour des idées religieuses, je ne sais même pas si c'est des idées religieuses, pour des idées, bon. Ces idées-là et tuer des gens, ça me réjouit pas. Ces idées-là me réjouissent pas et tuer des gens me réjouit pas. Après, quand tu présentes ça comme ça, oui, je vois aussi là-dedans quelque chose de beau et de noble, plus que la façon dont Caroline Forest ou Philippe Val courent après des places en étant des saloperies. Voilà. Donc oui, je préférais que ces gens-là aient mis leur courage, leur extrémisme autre part, et par d'autres moyens et d'autres façons. Mais en tout cas, la nature a horreur du vide. Donc quand tu dis on croit plus en rien aujourd'hui, si on croit au iPhone. C'est ça le problème. C'est-à-dire que la société a totalement remplacé ce désir d'absolu par un désir de... C'était la mode de dire la société de consommation dans les années 70, mais j'ai l'impression qu'on y est encore plus. Il y a une analyse que je ne vais pas voler, la reprendre à mon compte, qui est une analyse de... je ne sais pas si je vais retrouver son nom, mais les gens vous m'aiderez ou les gens retrouveront. C'est un philosophe qui a fait de la prison pour braquage à main armée. Il est un peu connu pour ça. Ben, assez connu, bon. Non, pas du tout. Un philosophe qui a une place, qui parle avec le jargon philosophique, mais qui a fait un petit peu de quelques années de prison. Bon. C'est moins héroïque après coup quand on connaît l'histoire que ce qu'on y... Au début, moi je me dis c'est un philosophe bandit. Bon, il a été un tout petit peu bandit. Bon. Ça lui a permis de passer son diplôme en prison. Et il a toute une théorie sur le fait que délibérément, le pouvoir économique, le pouvoir financier, a délibérément cassé tout ce qui pouvait constituer un lien entre les hommes, c'est-à-dire les idéologies, les partis, la famille, les valeurs, et c'est là où son discours est très intéressant, l'attention, c'est-à-dire qu'il faut surtout pas, il faut que le singe devant l'écran, il y ait une scène d'action toutes les 3 minutes. Et si on le dresse à ça, au bout d'un moment, il ne peut plus écouter effectivement ce que je disais tout à l'heure, un morceau de 35 minutes hyper dense. Il ne peut plus lire un livre. Il ne peut plus recevoir que quelque chose qui ressemble à des messages publicitaires, que ça s'appelle message publicitaire ou que ça s'appelle une course automobile où il va voir la marque devant. Et en cassant et le lien social et le lien syndical et le lien politique et le lien d'attention et tout, qu'est-ce qui lui reste? Il faut que j'ai le nouvel iPhone. Ouais, mais là, tu l'as acheté il y a combien de temps? J'ai acheté il y a 2 heures. Ah ouais, mais là, il y a le nouvel iPhone. C'est plus le matérialisme que le nihilisme. Matérialisme. Mais pour moi, les deux, c'est pour ça que je réponds peut-être à ta question, à côté de ta question ou pas, j'ai l'impression que c'est intimement lié. J'ai l'impression que quand je te disais la nature a horreur du vide, c'est pas le nihilisme dans le sens où il n'y a rien. Oui, je suis d'accord, ta question elle est bonne. C'est pas le nihilisme dans le sens où il n'y a rien. C'est qu'à la place de là où on mettait des religions, des idées, des choses, on met à la place... c'est même pas le matérialisme. Je dirais que c'est même pas la société de la consommation, c'est la société du marketing, ou appelle-la comme tu veux. C'est la société de l'obsolescence programmée. C'est... De toute façon, le capitaliste ne peut se nourrir que si tu rachètes le nouvel iPhone dans 5 jours, qui sera le même, mais il faut que tu le rachètes. Et que quand ton attention et que tu arrives à avoir ta gratification narcissique, pareil, il y a Yuna Bomber, Kaczynski, je crois que c'est son vrai nom, ça c'est très intéressant, il dit ça, il dit un humain, ce qui est juste une vérité psychologique, pas du tout politique, un humain se construit par des suites de gratification narcissique valorisantes. J'écris un livre, j'en suis fier, je reçois des retours des gens qui me disent ton livre est bien, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de ma vie, je suis heureux. Ça faut pas, parce que ça rapporte de l'argent à personne. Ta gratification narcissique, c'est que tu as une nouvelle iPhone. Ils ont même réussi le système tellement fort, j'aurais fait de la pub toute l'interview. Là. Parce que mille de rien, les gens vont faire, ouais, on a bien compris, c'est un truc de con, mais iPhone, c'est rentré, il faut qu'on l'achète quand même. Bon, donc c'est vrai ça, c'est terrible. Et à un moment, cette construction narcissique, c'est j'ai mis un post Facebook, j'ai eu 3 likes, j'ai acheté de nouvel iPhone, mais ça peut pas être rendre un homme heureux. Donc tu es dans la frustration permanente. Qu'est-ce que tu fais dans la frustration permanente? C'est le principe du porno. C'est j'ai vu des meufs à poil, mais en fait je me suis jamais tiré de truc. Mais je recommence demain parce que j'ai trop envie de me branler. Et tu tournes en boucle sur des fausses gratifications narcissiques qui ne peuvent t'amener qu'au malheur, à la frustration et à l'enfermement. Et alors pour prolonger ta question, c'est que je vais te parler de mon prochain roman que je suis en train d'écrire. Un des trucs qui m'a beaucoup intéressé, c'est que l'un des personnages qui porte la parole la plus subversive, et je l'ai choisi délibérément, c'est un créateur d'entreprise, patron d'une moyenne entreprise assez importante, et catholique totalement convaincu. Et ça m'intéressait de lui faire porter la parole subversive à lui, parce que si je le mets dans un anarchiste de fond de squat, les gens vont faire « Ouais, d'accord, on a compris ces gens-là, tu vois, bon, on va même pas écouter. »
Lui, il a une légitimité économique, il a une légitimité morale. Et alors après, on peut dire le personnage n'est pas crédible. On verra. Bon, mais je crois qu'il est crédible. Et ce type-là, parce que après tout, la critique que fait par exemple le pape régulièrement de la société capitaliste est pertinente. Elle dit qu'il faut remettre l'homme au centre de tout, et ce système capitaliste écrase l'homme, ce qui est tout à fait vrai. Et lui, il dit la même chose. Et entre autres, il dit toutes les sociétés sont fondées sur des mensonges et des arnaques. Alors, à l'époque des cathédrales, je vais même reprendre un peu avant, je vais te donner l'idée qui est intéressante. Lui parle de cette idée qui est la mienne que j'ai constatée. Je suis allé à Anvers, lui raconte qu'il est allé à Anvers, bon, tout le monde aura compris. Je vais à Anvers, et toutes les plus belles maisons bourgeoises, tous ces endroits qui ont été faits par les bourgeois à l'époque pour montrer qu'ils étaient les plus riches et qu'ils avaient le pouvoir, aujourd'hui, c'est des Zara, des H&M, des iPhone mes couilles, voilà. Et tu sais parfaitement où est le pouvoir aujourd'hui. Qui a le pouvoir? C'est ces sociétés, des marques. C'est les marques qui ont le pouvoir. Tu le vois physiquement. Et quand tu vas dans une ville et que tu vois la cathédrale qui est le centre de tout et qui domine tout, tu dis à l'époque où c'est construit, qui a le pouvoir? C'est le clergé catholique. Tu vois le château fort avant, qui a le pouvoir? C'est les barons, voilà, la petite noblesse, cette noblesse-là locale. Qui a le pouvoir au XVIIIe siècle? C'est la bourgeoisie qui construit ces trucs. Qui a le pouvoir au XIXe siècle? C'est la Tour Eiffel, c'est le monde de l'industrie et de l'État. Ça te le dit, là, le truc. Aujourd'hui, qui a le pouvoir? C'est H&M. Ça se voit, il suffit c'est juste visuel. Et il dit, mais ok, tout ça, c'est des mensonges. Alors effectivement, à l'époque de la noblesse, oh, les mecs, ils croyaient pas. Mais au moins, les valeurs, c'était avoir du courage, avoir de l'intégrité et se battre pour des idées nobles. Ensuite, à l'époque de la bourgeoisie, c'était d'avoir du courage, d'aller travailler, de parcourir le monde et d'amener, par son travail, des découvertes et de la richesse au monde. À l'époque du 19e siècle, de la société de l'État, l'État portait, même si c'est une arnaque, portait quand même en lui théoriquement des valeurs de bien collectif, etc. C'est quoi les valeurs qui sont derrière H&M et Zara? C'est le matérialisme, la consommation, l'obsolescence programmée, l'égoïsme le plus bête et le plus stérile. Ça veut dire que, évidemment, tu disais à l'époque de l'État grand, mais il faut être intègre, il faut croire en l'État. Les gens, ils croyaient pas, ils allaient faire leur petite place. Mais quand même, à tes mômes, tu leur disais, il y a des valeurs. Là, tu leur dis, mais il n'y a pas de valeur, man. Man, le but, c'est d'enculer ton voisin pour avoir 3 iPhones au lieu d'un seul, ouais. Donc oui, si c'est ça que tu appelles la société du nihilisme, une fois encore, la façon dont tu as posé la question est pertinente. Est-ce que c'est rien? Donc c'est pas rien, c'est pas du nihilisme. C'est quand même pas grand-chose. C'est pas loin. Donc en fait, si je devais résumer, ce que tu dis, c'est non pas que les gens croient plus en rien, mais qu'ils croient en des choses qui sont vides de sens. Oui, c'est ça. Des choses qui sont vides de tout. C'est ce que je te disais tout à l'heure, vides d'attention, vides de sens, vides évidemment de grandeur. C'est pour ça que la façon que tu avais présenté l'idée de dire au moins les frères Kouachi sont morts pour quelque chose, c'est très choquant. Alors ça me plaît parce que c'est très choquant, parce que c'est comme ça qu'on avance et qu'on réfléchit. C'est très grandement faux et odieux, mais oui, il y a ce soupçon de vérité derrière que peut-être les gens qui nous écoutent seront capables de dire, pas « Ah bah, ils ont raison », mais dire « Ouais, c'est un paramètre qui doit rendre, si je suis un homme intelligent qui réfléchit, c'est obligé de prendre ça, oui, effectivement. » Alors après, on peut très bien avoir une lecture complètement bourgeoise de l'histoire et de dire, après tout, à chaque fois qu'il y a eu des idées et des valeurs, ça a conduit à des massacres, ce qui est vrai aussi. Problème, quand il n'y a plus d'idées de valeurs, il n'y a rien, quoi. C'est terrible aussi, c'est cet équilibre-là, quoi. Moi, si demain, 4 militants qui sont perclus de grandes valeurs viennent me taper à coups de batte de baseball parce qu'ils ont raison, je trouve que ces gens-là, c'est les pires de tout. Mais en même temps, Caroline Forest, elle tape sur personne, mais elle emmerde autant tout le monde. Alors, tu te définis donc comme anarchiste et comme libertaire, et tu dénonces les dérives de mouvements comme ceux de mai 68 et en règle générale de la fausse subversion. Est-ce que selon toi, celle-ci a participé au fondement du matérialisme comme idéologie dominante? C'est-à-dire que, est-ce que si on dit qu'on peut tout faire, au final dans notre monde, ça revient pas à dire qu'on peut tout acheter? Non, cette critique-là, moi, elle me semble totalement fausse. Moi, j'ai fait une critique de mai 68, mais pas une critique des idées de mai 68. Je suis pas Soral. Là, ce que tu as un peu repris, c'est les idées de Soral et de Zemmour. Moi, je ne suis pas du tout cette critique. J'ai critiqué ceux qui ont prostitué des idées pour leur propre intérêt personnel en étant des hypocrites. C'est quand même très différent. Voilà. Confondre ce qu'est l'individualisme au sens philosophique, qu'on peut appeler aussi individualisme libertaire, et
ce que Zemmour et Soral nous vendent comme étant l'individualisme, c'est-à-dire l'égoïsme consumériste, et faire un parallèle qui est toujours le principe de la malhonnêteté intellectuelle. On prend deux mots qui se ressemblent, on fait un truc, on dit c'est le même mot. Bah, l'égoïsme, c'est un peu l'individualisme, puisque c'est l'individu, le mec qui pense qu'à lui-même. Bon, donc finalement, c'est la même chose. Donc c'est l'individualisme libertaire qui a amené à l'égoïsme, puisque l'égoïsme, et vas-y, on va laisser peser. C'est pas vrai. L'individualisme libertaire, c'est justement le contraire. L'individualisme libertaire, il va jamais se faire acheter par des marchandises. Moi, j'en ai rien à foutre. J'ai un téléphone où on appuie 3 fois sur la touche pour envoyer des SMS, qui vaut que dalle, qui est pas un smartphone, j'ai pas de liaison, je mets pas mon argent là-dedans. Voilà. Et si je devais mettre mon argent là-dedans, c'est parce que ce serait un outil de travail utile, et j'irais pas payer 200 € de plus ou même 50 € de plus parce qu'il y a marqué une marque qui me donnerait, j'existe, je suis quelqu'un de bien, je trouverais ça assez dégoûtant, quoi. Bon. Donc c'est le contraire. Je veux dire, un individualiste libertaire, il cherche à être libre, donc à s'affranchir de toutes les aliénations. Et l'aliénation du marketing, de dire j'ai une plus-value de moi-même parce que j'ai tel objet, c'est bien une aliénation. Bon, donc c'est juste antithétique, ça, c'est un faux procès qui a été fait. Après, ce qui est sûr, c'est que des gens récupérant l'esprit de mai 68, comme Séguéla, comme tous ces gens-là, pour nous en faire uniquement des objets de consumérisme pour leur propre intérêt, oui, ces gens-là sont des salopards. Ça, c'est vrai. Et ces gens-là ont perverti toutes les idées. Mais c'est jamais les idées qui sont responsables des individus qui les ont volées, quand même. Faut pas mettre ça sur le dos des choses. Donc évidemment, oui, les idées perverties de l'hédonisme et mais une fois encore, parce que j'ai dit Zemmour et Soral, mais il y a Houellebecq aussi, le troisième, qui reprend tout ça. Tout ça, c'est faux, quoi. Un vrai individualiste libertaire, il pense pas que c'est l'égoïsme. Moi, je suis un hédoniste, mais je pense pas que ça consiste à payer des voyages à l'autre bout du monde pour avoir des putes en Thaïlande. Ça paraît même totalement antithétique avec tout ce que je veux faire de ma vie. Enfin, tout ça, c'est faux. Voilà, c'est juste faux. Parfait, comme ça, c'est plus clair pour ceux qui n'avaient pas la même définition d'un libertaire. Alors, donc, ça va m'amener sur la prochaine question. Tu dis... donc... Ce que tu nous expliques, c'est que l'esprit de mai 68 a pas amené à ça. C'est pas les idées qui ont amené à ça, c'est plutôt des gens qui avaient certains intérêts. On voit un peu la même chose dans le Charlie Hebdo, où au final les idées. Excuse-moi, je te coupe là sur ça. Je vais juste rebondir là-dessus. Disons que c'est plus fort que ça. C'est que le système qu'on disait tout à l'heure, qui décérébrise les gens, ça doit pas être très français, mais qui retire le cerveau aux gens. Ce système-là, il s'en fout des idées dominantes. Il s'arrange très très bien, ce capitalisme-là mondialisé. Il s'arrange très très bien des idées de l'extrême droite. Hein, ça s'est vu au Chili, qui était un pays hyper capitaliste sous Pinochet. Et il s'est très bien arrangé des idées pseudo-gauchistes de mai 68. En fait, il en a rien à foutre. Juste, il va te mettre autre chose sur la pub. Il va te parler d'ordre ou il va te parler de plaisir et de trop cool. Il s'en fout. Il s'en fout du moment que l'argent rentre. L'argent n'a pas d'odeur. Donc c'est pas... comprendre, se limiter à cette analyse-là, de voir ce genre d'idées qui sont de la mode finalement. Parce que les idées d'individualisme libertaire, elles existent, elles sont profondes. Mais mai 68, ce qui en est sorti derrière, c'est de la mode, c'est des affiches de pub. Confondre les slogans de pub avec la façon dont c'est utilisé, non, c'est juste... Au contraire, la pub, elle te dit la façon dont la société évolue, puisqu'ils prennent ce qui marche. Donc tu verras que c'est pas les mêmes slogans il y a 30 ans qu'aujourd'hui. Et là, tu peux te dire, la société a changé sur ses valeurs. Mais ça n'empêche pas... Ça ni fait mieux fonctionner, ni moins bien le commerce. Ok. Alors, donc, je vais revenir sur ma question, parce que tu dis donc que les idées peuvent très bien changer et que le capitalisme les intègre quand même, en quelque sorte. Mais pourtant, quand tu parles de Charlie Hebdo... on peut voir quand même une évolution assez nette entre le Charlie Hebdo d'une certaine époque qui partageait quand même certaines idées qui étaient bien différentes de celles qui sont défendues maintenant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, dans ce merveilleux CD, hop, je vais un peu plus en même temps, il y a une phrase qui dit, parce que c'est tout le procès de notre époque et la façon dont elle a évolué en 40 ans, il y a une des phrases qui me semble clé, parce que, je vais faire rapidement une digression, mais en fait, qui n'est pas une digression, qui est ça. Critiquer les lois Sarkozy, évidemment, je le fais beaucoup, puisque c'est...
Mais la critique de la façon dont notre époque est devenue réac peut pas s'arrêter aux lois Sarkozy. C'est l'ensemble de la société qui est devenue réac. Et entre autres, une des choses qui fait que notre société, qui est un témoin, un marqueur de notre société réac, c'est effectivement, on est passé de Charlie Hebdo à Charlie Hebdo. Je dis ça mot pour mot, on est passé de Charlie Hebdo à Charlie Hebdo. Je veux dire d'un journal nouveau, subversif, audacieux, anard et provo, à cette feuille moraleuse de centre-gauche consensuelle qui n'a même pas eu le courage, ni même l'idée de trouver son nom à elle. C'est-à-dire que c'est la pire des récupérations. Tu veux faire un journal de centre-gauche, bien poli, pas subversif, avec 3 caricatures, mais tu trouves ton nom, mon chéri. Tu vas pas voler le cadavre de gens qui ont été subversifs et qui ont foutu la merde pour dire le pouvoir symbolique de la subversion, je l'ai puisque j'ai le titre. Ensuite, je le vide de tout son contenu. C'est vraiment la pire des saloperies. C'est vraiment la pire des saloperies, ça. Comme les gens sont imbéciles, bah, on leur a dit ça c'est subversif parce que ça s'appelle Charlie Hebdo. Ah bah ouais, on va le croire. Voilà. Moi, je suis subversif. Moi, je suis bobo parisien. Je paye mon loyer de 1000 € par mois, etc., etc. Voilà. En fait, puis je vote à gauche parce que je suis très à droite. Mais j'ai même pas le courage d'être à droite. Voilà, c'est bon parce que les bobos, c'est ça à peu près. En plus, je veux tous les plus, quoi. Je veux avoir l'argent, le pouvoir symbolique, les soirs avec les potes, et en plus la bonne conscience de curé. Donc, je vote à gauche. Super. Voilà. Et bon, je vais pas digresser, mais j'aurais plein de choses à dire sur la façon dont la commune, elle est passée hors les murs. Hein. Paris, c'était une ville rebelle, mais dans l'imaginaire collectif, quoi, il y a 150 ans. C'est bien changé. Mais Charlie Hebdo, c'est pareil. Voilà. Charlie Hebdo, c'est comme Paris. C'est-à-dire, on veut les atours, on vote à gauche, on prend le temps d'un truc, mais c'est tout sauf vidé de sa substance. Et on le voit d'ailleurs, je dis ça à propos dans le bouquin, ça va peut-être choquer des gens qui nous regardent. Je dis pas qu'ils l'ont bien cherché, leur mort, les journalistes. Je dis par contre, ce qui est vrai, c'est que si c'était pas devenu un journal récupéré, ils n'auraient pas provoqué ces défilés unanimistes. Si ça avait été un journal qui avait vraiment provoqué les dirigeants, les hommes politiques, les journalistes, tout ça, mais personne ne se serait retrouvé derrière si c'était un vrai journal de Provo. Et si c'était un vrai journal de Provo, comme par hasard, je crois qu'ils n'auraient pas fait ces couvertures sur les musulmans, parce qu'ils se seraient rendus compte que ça puait un peu. Moi, je vais même te raconter un truc. Je suis invité la première fois pas la première fois, mais je suis invité sur le plateau de Tadei au moment des premières caricatures. Et le débat, c'était la censure, la liberté d'expression. Moi, je suis un farouche défenseur de la liberté d'expression. Je commence à bosser ça, et je me dis, je vais venir sur le plateau avec un Coran, et je le brûle sur le plateau, parce que je suis le roi des provos et tout ça. Et je l'aurais fait, j'ai les couilles. Bon. Je serais peut-être mort aujourd'hui, mais bon. En tout cas, je l'aurais fait. Et puis, je commence à travailler, et puis je fais mon travail modestement d'intellectuel. Et je me dis, mais t'es en train de te faire avoir comme un couillon, comme les autres. C'est-à-dire, t'es en train... Putain, t'es en train d'aller dans le consensuel du pseudo-rebelle. T'es en train de faire du Charlie Hebdo, du faux rebelle consensuel. Et là, j'ai travaillé, j'ai fait, non, c'est pas ça qu'il faut dire. Sur ce plateau-là, c'est pas ça qu'il faut dire. Ils veulent parler de liberté d'expression. Mais toi, en face de Caroline Fourest, tu vas lui parler de Dieudonné à la conne. Et là, tu vas parler de liberté d'expression et de subversion. Et une fois encore, je ne réprouve l'antisémitisme de Dieudonné. Je l'ai dit, je le redis là, je n'ai aucun double discours. Voilà. Mais la censure que subit Dieudonné, je la trouve aussi dégueulasse. C'est pas du tout antithétique et je ne suis pas schizophrène. Je suis au contraire, moi, très cohérent. C'est à un moment, si on est pour la liberté d'expression, on est pour que même les antisémites puissent s'exprimer. Bon. Et donc, si Charlie Hebdo avait été un vrai journal subversif, par exemple composé de gens comme moi, ils auraient fait ce travail intellectuel. Peut-être qu'au début, ils auraient fait « Ouais, c'est cool, on va publier les caricatures de Mahomet. » Puis après, ils se seraient dit « Ah non, non. Oh putain, comme on est en train de se faire enculer là. Non, ça, on va pas le faire. Ça, on va pas le faire. Vous savez quoi? On va même faire un pari. On va faire qu'une caricature qu'avec des rabbins. Comme le journal danois, on va reprendre en mettant que des rabbins. On va voir ce qui nous arrive. On va voir. Et là, on va voir si la liberté d'expression nous soutient. On verra si on a autant de gens qui défilent dans la rue. Et une fois encore, je ne suis pas en train de dire du crypto-antisémitisme. Je ne dis pas oui parce que c'est les juifs qui tiennent tout, etc. Je dis juste ce qui est une réalité, c'est que cette provo-là est la pire. Mais à la limite, j'aurais pu changer ma phrase pour qu'elle ne soit pas polémique. On va mettre que des caricatures avec de la pédophilie. En pleine affaire Outreau. Tu vois. Et là, on aurait été dans la provo. Je ne pense pas qu'il l'ait fait. Alors ça va me permettre de rappeler, puisque dans ton livre tu le fais, que est subversif ce qui est de nature à troubler ou à renverser l'ordre politique. Donc pour toi, la liberté d'expression, elle doit avant tout servir à affaiblir les puissants. Oui, alors déjà ce que tu dis, c'est la définition du dictionnaire. C'est pas moi. Bon. Donc je suis blindé. Ensuite, je ne sais pas si la liberté d'expression en général doit servir à affaiblir les puissants. Moi, c'est comme ça que je la conçois, mais en tout cas, ce qui est subversif doit le faire. C'est-à-dire que quand tu arrives, ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand tu arrives, que tu dis je suis Charlie Hebdo d'aujourd'hui, je suis subversif, la preuve, je montre des musulmans que j'humilie
alors que les musulmans, c'est des puissants, c'est la définition du dictionnaire, c'est des puissants aujourd'hui, c'est pas des dominés sociaux ghettoisés. Attendons qu'ils aient pris le pouvoir comme le fantasme Houellebecq. Mais en attendant, c'est des dominés sociaux. Donc en fait, pour toi, être subversif, c'est s'attaquer aux dominés sociaux. Mais reprends ton dictionnaire, connasse. Reprends ton dictionnaire. Je dis connasse parce que je pense à Caroline Forest. C'est pas parce que je suis misogyne. Et je pourrais dire connard en pensant à Philippe Val. Hein. C'est la même chose. Bon, il est pire, lui. Enfin, pire. Je sais pas. C'est la même chose. Bon, et à un moment, si tu veux te placer... Moi, je viens d'une famille politique et d'une culture Charlie Hebdo de l'époque qui se voulait subversif. Après, tu peux te tromper, tu peux passer à côté. Mais quand tu es tellement subversif que la France entière défile pour tes idées en étant d'accord avec toi et que les seuls qui ne sont pas d'accord avec toi, c'est des dominés sociaux qui, une fois encore, je trouve qu'ils ont tort. Je ne défends pas les idées de l'islamisme ici. Mais qui sont des dominés sociaux parqués dans des ghettos. Tu peux avoir raison tout ce que tu veux, mais ça s'appelle être consensuel. C'est l'exact antonyme d'être subversif, d'après la définition du dictionnaire quand tu viens de nous lire à juste titre. Et l'époque, en tout cas la noblesse de Charlie Hebdo de l'époque, était d'être un journal subversif, et objectivement aujourd'hui, ils ne le sont pas. Taper sur Le Pen pendant 20 ans, une fois encore, je ne défends pas les idées de Le Pen, pour les gens qui auraient du mal à comprendre, mais taper sur Le Pen quand 90% de la France est dans la rue pour aller voter Jacques Chirac, comment tu peux te prétendre subversif? Après tu peux dire c'est utile, il faut faire cette... Pourquoi pas, on peut défendre ça, mais tu te prétends pas subversif. Voilà, juste ça. Moi, mon chemin à moi est de l'être. À un moment, mon chemin... d'intellectuel, d'humoriste, d'homme, de ce que tu veux, de quelqu'un qui prend la parole, c'est de dire effectivement, je dois prendre garde à être subversif. C'est-à-dire que, ce que je disais au début de l'interview, je comprends les gens qui humainement sont allés dans la rue défiler pour Charlie, je peux le comprendre, je ne leur crache pas dessus. Mais j'ai mon sens à moi en tant qu'auteur de dire je vous comprends, c'est bien, alors que tout le monde est d'accord, j'ai pas à l'écrire, d'autres le font. Je suis là pour dire tout ce qui va vous gêner, tout ce qui va être du côté des dominés sociaux, tout ce qui va attaquer les puissants. Et les puissants, objectivement, c'est qui? C'est Mohamed dans sa cité? Ou c'est Caroline Forest et Philippe Val? Enfin, soyez de bonne foi, messieurs, dames, soyez de bonne foi. Juste 2 secondes, ce serait bien de faire encore plus qu'une ou 2 questions, parce que là on arrive... Bah c'est parfait, j'arrive vers la fin de mes questions. Là. Alors je me rebouche, excuse-moi, parce que j'ai un gros problème en RL à cause de la pollution parisienne. Ouais. Là c'est le pollen en plus, Ouais. le printemps. Ouais, mais moi j'habite en Auvergne. Donc finalement, je suis plus mitridatisé sur les pollens que sur la pollution de Paris. À chaque fois que je reviens, c'est... Et moi je sais que la pollution me gêne plus au moment du printemps, parce qu'il y a... Ouais, il y a les deux ensemble, ouais. Voilà, c'est cocktail, quoi. C'est bon ? Ok. Alors, tu as déclaré que la liberté d'expression est le cheval de Troie de l'extrême droite, Ouais. mais pourtant tu revendiques la liberté d'expression totale, sauf en cas d'appel direct aux actes violents. Est-ce que tu trouves pas ça contradictoire ? Ah ben non. Moi je pense qu'un individu, comme un groupe social, comme un État, son squelette c'est ses principes. Donc quand tu dis je suis pour la liberté d'expression, comme on l'expliquait tout à l'heure, en pensant tout le contraire, ben tu t'affaiblis, tu n'es pas crédible. La vraie réponse intelligente qu'aurait dû donner la France au moment de Charlie Hebdo, c'est de dire nous venons de prendre conscience que nous aimons la liberté d'expression. Et bien aujourd'hui, nous allons passer dans notre constitution le droit à la liberté d'expression, qui évidemment n'existe pas dans la constitution puisque tout peut être attaqué en France. Elle l'a pas faite. À un moment, tu es droit pour tes principes. Moi, je crois à des principes. Je crois à la liberté d'expression. Ça veut dire aussi l'extrême droite. Après, je constate effectivement que les seuls à parler de liberté d'expression, à mon avis, à 99,9% par opportunisme absolument puant et hypocrite, et j'en ai même rencontré enfin un qui me l'a avoué en privé. Mais sinon, la plupart des gens d'extrême droite te font non, on y croit vraiment. Bah voyons, voilà. Ouais, voyons. On attend. C'est vrai que toutes les pouvoirs traditionnellement d'extrême droite ont toujours été extrêmement pour la liberté d'expression quand ils avaient le pouvoir. Tout le monde le sait. Bon, alors ça m'empêche pas de rire, mais moi je crois à mes principes. On doit être exemplaire dans la vie. On doit être exemplaire vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis des gens qui nous écoutent, vis-à-vis de la société. Un État doit être exemplaire vis-à-vis de ses citoyens. C'est ça le problème avec l'histoire Charlie. C'est que tu dis aux mômes de banlieue, on a le droit de se foutre de la gueule de Mahomet. Ça vous fait pas plaisir, admettons. Mais si dans le même temps tu dis oui mais c'est que vous, et que quand c'est Dieudonné on lui fait un procès, les mômes de banlieue, la seule chose qu'ils comprennent c'est tout le temps nous, et moi je t'encule. C'est juste ça. Donc moi je suis pour la liberté d'expression, je suis pour accepter en serrant un peu les dents que ce soit l'extrême droite qui la récupère, mais très bien, chiche les mecs, voilà, chiche les mecs, laissez-moi parler, c'est bien. Moi je vais venir sur votre média, je vais dire que des idées anarchistes, allez-y.
Ça me va très bien. Vous aimez ça tellement, la liberté d'expression. Et puis, au moins, une fois qu'on aura la vraie liberté d'expression, ils pourront plus jouer aux martyrs. Parce que c'est ce qu'ils font, c'est aussi ça qui donne de la validité à leurs idées. L'une des choses sur lesquelles s'appuie un type comme Soral, c'est de jouer aux martyrs. Le problème, c'est que son jeu de jouer aux martyrs est plus ou moins vrai. Oui, il subit un ostracisme et une censure. Voilà. Laissons lui dire ses conneries, puis après, laissons dire des conneries au bouffon, je disais tout à l'heure, là, le révisionniste. Mais laissons-le s'exprimer. Qu'est-ce qu'on risque? Franchement, je vais perdre une dent parce que le mec, il va dire les chiens n'ont jamais existé. À la limite, portons-lui la contradiction, lui disons mais au fond, t'es révisionniste parce que t'es antisémite. Bon. Donc en fait, pourquoi tu devrais être content qu'on en ait tué tant? Pourquoi t'es schizophrène en même temps de dire. Comme dès que t'aimes bien les nazis, parce que c'est ça, il dit je suis, en plus lui ça tombe bien, lui il dit je suis révisionniste parce que je suis national-socialiste. Donc ta fierté de national-socialiste, c'est que la national-socialiste a réussi à tuer plein de la sale bête immonde qui habite rue des Rosiers. Tu devrais être fier, tu devrais dire on a fait plein de camps, on en a tué plein, tu devrais majorer les chiffres. Tu vois? Eh ben non. T'as besoin encore de te mentir comme tous les humains. T'as besoin de te mentir comme ceux qui se disent à gauche pour la liberté d'expression mais qui n'en veulent pas. Tous les humains ont besoin de se construire dans le mensonge avec des béquilles. Et après, quand ça marche pas bien, on met un peu du ravalement comme ça, et puis après on crie quand il y a Vaquette qui s'exprime, qui veut te débusquer tes mensonges. Et puis ça marche à peu près comme ça. Non, à un moment, t'as des principes. C'est tes principes. Ils se retournent contre ta pratique. Tu mets ta pratique en doute. Tu mets pas tes principes en doute. C'est ça qui fait un homme. Ok, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Ah, moi aussi. Alors, tu défends l'idée qu'en France, la majorité de la censure, c'est en fait lié à l'autocensure. Et tu dis d'ailleurs qu'on vit dans une société où on ne doit plus jamais dire ce qu'on pense, mais en fait ce que les autres sont prêts à entendre. Absolument. Est-ce que vu qu'on s'autorise à rien dire, voire même des fois à rien penser, c'est pour ça qu'on s'autorise à croire en aucune idéologie, en aucune valeur? Bon, la question est, je vais être très honnête, la question est très complexe, très intéressante. Comme j'y ai pas réfléchi, te balancer une réponse comme ça, elle sera pas très intéressante. Je sais pas, faudrait qu'on coupe le micro, que tu me donnes au moins 10 minutes pour essayer de te dire autre chose qu'une opinion sur l'instant. Intuitivement, comme ça, je vois pas bien le lien entre les deux. Je pense que je sais pas si les époques où on a pu le plus parler étaient l'époque où il y avait le plus de valeur. Je sais pas. Intuitivement, je dirais non, mais j'ai pas vraiment. Mais en tout cas, sur le constat que tu répétais avant, oui, je suis sûr. Oui, on ne peut plus rien dire aujourd'hui. Mais de toute façon, il faut aussi faire attention quand on réfléchit. C'est pour ça que la connaissance de l'histoire et la connaissance de la littérature est intéressante. Parce qu'on a souvent tendance, et moi le premier, c'est un de mes défauts, à dire aujourd'hui, avant c'était mieux, puis aujourd'hui le problème vient de là. Mais tu lis Tartuffe, tu lis La volupté de l'honneur, tu lis Cyrano, moi j'ai l'impression, tu lis Léon Bloy, j'ai l'impression que leurs problématiques sont exactement ce que je vis au quotidien. C'est-à-dire que tu vois ridicule de Lecomte, qui est un film qui n'est pas évidemment pas sur la cour de Louis XVI ou Louis XVI, mais sur les médias d'aujourd'hui. Tu t'aperçois que l'hypocrisie est partout. Moi, j'avais quelqu'un qui a lu la même phrase que toi et qui m'a répondu, je vais te raconter un truc perso, moi qui suis dans la vraie vie normale de l'entreprise. J'ai envoyé des lettres de motivation, des vraies lettres de motivation. Pourquoi j'avais envie d'avoir ce travail? Et puis t'es jamais pris pour pas faire ça, pour envoyer la lettre type où le mec il a envie, parce que si t'es trop original, il se dit c'est qui ce bizarre. C'est la construction. Alors est-ce que c'était mieux il y a 20 ans? Non, je pense qu'il y a 20 ans ou 30 ans, c'était la même chose, juste il fallait dire qu'on était cool, qu'on était dans l'air du temps. Aujourd'hui l'air du temps il est sécuritaire, il est faux. Il y a une demande d'autorité. C'est important, parce que le problème de la France, c'est le manque d'autorité. Donc il faut qu'il y ait de l'autorité partout. Ben voyons, mettons encore plus de flics en banlieue, ça va calmer, ça va nous amener la paix sociale. Ben voyons, ça n'a jamais marché, ça. J'ai beaucoup digressé, j'ai pas répondu à ta question, je pouvais pas, j'ai répondu à autre chose, excuse-moi. C'est pas un souci, c'est pas un souci. Ça m'amène à ma dernière question sur l'autorité, puisqu'il y avait un groupe d'Antifa en fait qui t'avait prévenu de pas aller voir un certain nombre de médias, et nous on faisait partie de ces médias-là. Alors est-ce que tu es déçu d'être venu nous parler? Ah non, mais alors, déjà, moi, vous seriez d'extrême droite, ça me pose aucun problème. Voilà. Le jour où d'abord, j'ai vraiment pas le sentiment, sur le peu que j'ai vu de vous, que vous l'êtes, j'ai encore moins le sentiment depuis 2 heures qu'on est ensemble. Bon, alors, après, je peux me tromper, quoi. Quoique le monsieur là-bas, bon, faut dire quand même qu'il a des rangers, la tête rasée et une batte de baseball et qu'il me menace. Donc, faut quand même expliquer qui me filme. Moi, ces gens-là, ces espèces d'antifa, qui font rire tout le monde sauf eux, qui ont des pratiques de fascistes.
c'est-à-dire la délation, l'interdiction, la violence physique, etc. À un moment, on revient à ce que je disais, quand tu as des principes qui sont des principes antifa, je ne sais pas si c'était antifa, ça veut dire que tu n'aimes pas la coercition, que tu n'aimes pas l'autorité, a fortiori la violence, a fortiori l'interdiction, enfin tout ce qu'ils font. Bon. Leur cohérence et leur bêtise leur appartiennent. Ce qu'on pourrait me reprocher, parce que évidemment on ne peut pas le faire, allez chercher tant que vous voulez, on pourrait me reprocher que j'ai un double discours, un peu comme on a pu reprocher à Tariq Ramadan, j'en sais rien, j'ai pas étudié Tariq Ramadan. En tout cas, moi je l'ai jamais fait, on pourrait me reprocher d'aller sur un média anarchiste et dire ouais, l'anarchie c'est bien, voilà, et puis d'aller dans un média extrême droite et faire oui, mais quand même, les dérives de mai 68, tout ça. Il se trouve que quand moi, c'est pour ça que j'ai été viré de Radio Libertaire, quand je vais sur Radio Libertaire, je fais ah pas le parti anarchiste, vive les fascistes, et quand je me retrouve sur un média qui pourrait être peut-être extrême droite, je fais extrêmement attention. Donc voilà, de me dire d'en rajouter dans l'autre sens, ou en tout cas des trucs. Donc moi j'ai une cohérence d'esprit, j'ai fait un média qui paraît-il est d'extrême droite, et on peut le comprendre comme ça, qui est Enquête et Débat. Ceux qui ont vu entre autres mon débat avec le charmant garçon de l'UMP ont pu voir que pendant 1h30 je défends des idées qui sont clairement, absolument et radicalement anarchistes. Donc si effectivement aller sur un média d'extrême droite, qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas, je m'en fous pour dire des idées anarchistes, je ne vois pas ce qu'on pourrait me reprocher. Mais ces gens-là, de toute façon, les antifas comme ça, c'est des espèces de crétins consanguins. À force d'être, mais c'est vrai, à force d'être toujours entre eux, de répéter les mêmes idées entre eux, et t'as raison, toi aussi j'ai raison, t'as raison, t'as raison. C'est des gens qui pensent pas, qui ont jamais pensé le monde et qui ne pensent pas. Donc c'est la lie de tout. Et pour te dire, en tout cas, ce que j'en ai retenu, c'est quelqu'un sur le Facebook qui est passé à votre propos et à des propos d'autres, et on dit ah bon, parce que moi il me semblait que c'était juste en fait des médias libres. Et la chose que ça m'a évoqué, c'est mais vous vous rendez pas compte, mais c'est pour ça qu'ils vous aiment pas. Parce que le mot libre, ils ne l'aiment pas, ces gens-là. La liberté, elle te permet elle te permet de dire ce que tu penses. Et de pas dire tous les jours la même chose et le bréviaire. Oh, mais c'est quoi nous, on est libertaires parce que dans libertaire, il y a terre. Voilà. En plus, nous, chez nous, on pense pas tous la même chose. Sur plein de sujets, on a une diversité d'opinions et on le respecte. Il n'y a pas un chef... Bon, des fois, il impose son... C'est moi. Des fois, j'impose certains trucs, mais c'est pour des trucs précis. C'est-à-dire, c'est pas jamais dans la pensée, c'est dans un projet, s'il faut qu'on se coordonne. Voilà, des fois, mais sinon, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Encore heureux, c'est aussi vrai pour les internautes qui nous suivent que chez nous, pour les volontaires. Juste pour préciser, les antifas, c'est pas tous les antifas qui pensent en vase clos, hein, qui dans l'entre-soi, c'est certains antifas bien précis. Et d'ailleurs, ma question c'était, dans quel contexte on t'a donné cette liste en fait ? Alors, moi, je gère pas du tout mon Facebook. C'est quelqu'un, mais après, je suis ça quand même un peu. Puis quand il y a des infos importantes, on me les envoie. Donc, c'est juste quelqu'un qui a débarqué, qui a fait la liste en disant, en fait, il y avait l'info que je devais passer sur Meta TV. Et ce groupe Antifa est arrivé pour dire non, il ne faut pas aller sur un truc. Alors, bon, j'étais quand même étonnant parce qu'en général, ces gens-là, à ce point-là sectaire, me considèrent de toute façon comme un crypto-nazi. Donc là, ils avaient l'air de dire, toi qui es un camarade copain, fais attention. Voilà, il y a pire que toi, mais ça doit être ça. Mais après, ce que tu disais, je vais quand même redire. Oui, évidemment, moi, les juifs sont pas des cons, les arabes sont pas des cons, les antifas sont pas des cons, les anarchistes, il y en a des biens, comme il dirait Didier Super. Évidemment, c'est pas ça. Ce que je voulais juste dire, c'est ceux qui se revendiquent. Moi, si tu me demandes si je suis antifa, c'est-à-dire anti des gens qui veulent m'imposer des règles, tu peux pas faire plus antifa que moi, je suis profondément libertaire, profondément anti-autoritaire. Donc évidemment, je pourrais juste dire, les gens qui mettent leur carte antifa, qui ont un look de skinhead, qui se comportent comme des skinheads, qui sont en fait exactement des skinheads de droite, mais juste nous c'est pas pareil. C'est d'eux dont je parle, ces gens qui sont venus. Alors évidemment, j'imagine qu'il y a des gens qui se revendiquent antifa, mais souvent ce mot il a tellement été prostitué que j'imagine que les antifas sincères doivent se méfier un peu de ce mot. Mais une fois encore, c'est pas moi j'ai tout de suite après mon interdiction sur Radio Libertaire, j'ai balancé un tweet qui était les défaites des hommes seuls sont plus belles que les victoires des bureaucrates, vive l'anarchie. C'est surtout la fin, vive l'anarchie. C'est ça que j'ai reproché moi toujours à Dieudonné. Il se fait attaquer par le lobby juif à juste titre. Au lieu de dire un lobby m'a attaqué, c'est dégueulasse, il devient antisémite. Il a généralisé. Il est con. Voilà, con au sens imbécile. Moi, c'est pas parce que des petits fonctionnaires de l'anarchie m'ont viré de leur radio, c'est pas parce que des prétendus autoproclamés antifa me cherchent des poux dans la tête
que je vais renier et arrêter de dire moi je suis anarchiste et moi je suis antifa. Évidemment, moi je suis antifa, moi je suis anarchiste. Après, je suis pas un crétin sectaire. Et il me semble que l'anarchie porte en elle-même le fait de palette. Le jour où tu cherches l'anti-aliénation et la liberté, tu peux pas réduire ta pensée à un tract. C'est quel que soit le bord de ce tract. C'est le sens de ma vie. Et c'est pour ça que pour moi tout est cohérent. Je suis pas anarchiste parce que j'ai vu un tract et j'ai fait faut m'y conformer. Je suis anarchiste parce qu'en toute chose je cherche la liberté. Et je hais l'autorité. Y compris et à commencer par ma pensée. C'est une phrase de Ferré, on va terminer par ça, ce sera magnifique. Je vais terminer ma réplique par ça. C'est avant de faire la révolution dans la rue, faut la faire dans sa tête. Parce que si on commence pas par la faire dans la rue, dans sa tête, on la fait jamais dans la rue. Tous ces gens-là, ils devraient commencer à casser leurs certitudes. Si tu cultives pas le doute, il y a une phrase un peu littéraire que j'aime bien dans ce bouquin où je dis, moi je suis un ancien scientifique, et je dis moi qui en tant qu'ancien scientifique cultive le doute, dont je sais pas comment j'écris ça, mais où l'horticulteur patient tirera des belles fleurs, quoi, voilà. Et si tu cultives pas le doute dans ta pensée, d'abord tu te scléroses, tu deviens un imbécile. Et si t'aimes la liberté, tu cultives le doute. Si t'aimes la liberté, tu vas voir ailleurs, tu réfléchis ailleurs. Je vais discuter avec des gens d'extrême droite, c'est virulent, je vais être malade le lendemain. Je vais devenir d'extrême droite moi-même. Oh. Bah alors du coup, ouais, je tiens à te remercier, Vaquette, donc d'avoir répondu à nos questions. Eh ben, ce fut un vrai plaisir. Il y a un truc dans le métier que je déteste, c'est passe-moi la rhubarbe, je passe le CD, donc j'évite de le faire, mais moi j'ai passé un vrai bon moment. Voilà, j'espère que les gens qui vont nous écouter comprendront un peu mieux la complexité de ma pensée absolument géniale, révolutionnaire et merveilleuse. Donc achetez mon CD, achetez mon bouquin, filez-moi de la caillasse, bande d'enculés.